François Vineuil a consacré 2 articles au film La Piste du Nord, autre titre La Loi du Nord. Le premier a été publié le 7 mars 1942 dans Je suis partout, texte intégral. Il me semble que dès les 50 premiers mètres de La Piste du Nord, de Jacques Feder, tout connaisseur un peu raffiné de cinéma doit éprouver, en mars 1942, la même dilatation de bien-être qu'un gourmet abreuvé de piquettes et de plats coupages et qui retrouve tout à coup du vrai Bourgogne dans son verre. On faisait naguère, et peut-être le fait-on encore aujourd'hui, analyser vers par vers, au potache de rhétorique, les plus fameuses expositions de Corneille et de Racine. J'aimerais qu'il existât enfin un enseignement du cinéma où l'on reprit ces vieilles et excellentes méthodes. Elles pourraient offrir La Piste du Nord comme un modèle classique. Toutes les qualités y sont. 15 records de la première séquence. Les buildings de New York, aperçus d'une cage d'ascenseur, les yeux de Michel Morgan. L'action est située d'emblée, et nous verrons bientôt que les yeux clairs et nostalgiques de la jeune femme résument tout le drame. Ils en sont le leitmotiv que Feder a su imposer immédiatement comme un grand symphoniste dans sa première mesure. Arrêtons-nous encore un instant devant cet ascenseur. Il n'est certes pas difficile d'indiquer le lieu d'un scénario. C'est l'enfance du métier. Mais il n'y a pas 3 auteurs sur 100 qui ne s'en acquittent comme d'une espèce d'additif au générique. Ils plaquent en tête de leur récit une vue générale, ennuyeuse et conventionnelle. Ennuyeuse parce que tous les inventaires de cartes postales, tous les manuels de géographie en offrent autant. Conventionnelle parce qu'il est plutôt rare que les Parisiens, les Milanais, les Viennois commencent par monter autour de Notre-Dame, du Dôme ou de Stephankirch quand ils apprennent qu'ils sont cocus ou quand ils se décident à trucider un de leurs semblables. Feder, lui, entend qu'il n'y ait pas un seul maître de son film qui ne concourt à l'action. Il ne se donnerait pas le droit de perdre un seul instant de ces 100 minutes fatidiques et si brèves qui lui sont accordées pour tout ce qu'il doit dire. Il montre très simplement un aspect quotidien de New York, tel qu'il passe distraitement sous les yeux d'une jeune fille habitant cette ville, dans une journée comme les autres, où son existence va cependant tourner. Feder est entré dans un ascenseur parce que rien n'est plus normal là-bas, et aussi parce qu'il est fait du cinéma, parce que entre une image immobile et une image animée, il préférera toujours la dernière. L'ascenseur permet un très rapide effet d'attente et de surprise. 3, 4 secondes. Où sommes-nous? 10 secondes. Tiens, nous sommes à New York. La jeune fille pénètre dans un vaste et somptueux appartement. Un homme en habit, son chapeau à la main, presse courtoisement une femme en robe de soirée qui embrasse son petit garçon dans son lit. Ils vont sortir. Le bébé trotte après sa mère pour lui porter son gant qu'elle a oublié. L'homme du monde sourit en la regardant et murmure « Celui-là, il est bien de moi !» Michel Morgan, assise dans son coin à l'écart, marque un imperceptible haut-le-corps à ces mots. L'élégante, en sortant, paraît fâchée de la trouver là. « Votre journée n'est donc pas finie, mademoiselle ? Décidément, votre dévouement à mon mari est sans bornes. » Cette brève scène est infiniment naturelle et quotidienne. Le scénariste n'est pas venu avec ses semelles de plomb pour s'écrier sous le truchement du bel homme « Décidément, cher ami, depuis 5 ans que vous trompez votre mari avec moi, je ne vous ai jamais vue plus délicieuse. » ou quelques autres de ces tirades qui vous nouent une histoire avec des amarres grosses comme la cuisse. Les mots prononcés sont ceux qu'échangent des êtres qui se connaissent depuis longtemps. Nous nous croyons d'abord devant des époux, mais non, cette femme n'est pas avec son mari. Quel propos singulier de l'homme devant cet enfant. Dans une autre pièce, un autre homme en habit achève nerveusement de s'habiller. L'instant d'après, Michel Morgan est en face d'un autre homme dont elle est la secrétaire.
Il est dans une affreuse agitation qu'il s'efforce de maîtriser. Il tend à la jeune fille 2 enveloppes qu'elle doit remettre le lendemain à des personnes différentes. Il met à lui expliquer cette banale mission une insistance et une fébrilité étranges. Quand il est seul, il glisse un revolver dans sa poche. 200 mètres plus loin, M. Shaw, grand banquier de New York, tue dans un cabaret élégant le brillant gigolo, amant de sa femme et père de l'enfant qu'il croyait le sien. Cette histoire, qui n'est ici qu'un bref prologue, a passé 1000 fois sur les écrans. Il nous semble cependant qu'elle nous soit racontée pour la première fois. Sa banalité même met encore mieux en relief le talent de l'auteur. Le cinéma peut évidemment servir à beaucoup d'autres objets. Il peut faire appel, dans la fantaisie comique ou terrifique, à l'arbitraire le plus délibéré. Mais Feder est un réaliste. Il use donc d'un style de réaliste. Le cinéma redevient avec lui cette fenêtre ouverte sur la vie qu'il est si peu souvent. Il nous a vraiment introduit dans un drame. Feder atteint ainsi à une vérité infiniment supérieure au banal naturalisme qui croit recréer la vie en dessinant méticuleusement des accessoires indifférents. Sa vérité lui fournit un des plus puissants ressorts dramatiques, la crédibilité. Je me suis attardé à dessein sur ce court prologue, d'apparence assez neutre, aucun pittoresque, 2 couples qui vont et viennent entre 4 murs, des meubles qu'on ne remarque pas, des habits noirs. Mais ces quelques scènes contiennent plus de cinéma que bien des films encombrés et remplis d'agitation. Sans doute pourrait-on reproduire assez fidèlement cela au théâtre, mais ce serait une imitation du cinéma, beaucoup moins souple et à laquelle il faudrait 10 fois plus de temps pour un résultat bien moins sûr. On ne mesure pas la qualité du cinéma à l'espace où les caméras se meuvent, mais à l'agilité, à la vigueur de ce qu'elles enregistrent. On arrive, sitôt après le meurtre, à une scène de procès américain, un peu déroutante par le physique français des acteurs, mais où Feder a très heureusement adapté ses souvenirs d'Hollywood et le style de là-bas. On ne pouvait mieux tourner une des difficultés les plus considérables du scénario choisi, la reconstitution dans un studio parisien d'une scène typiquement américaine avec qui l'écran nous a familiarisés dans les moindres détails. Le film, toujours aussi rapide et bien scandé, débouche ensuite dans une vaste et belle aventure du Nord canadien qui forme l'essentiel du sujet. Le fond de ce sujet est pris à, telle qu'elle était en son vivant, un roman de Maurice Constantin Veillère, l'écrivain français qui a le mieux parlé de ces immenses espaces. L'adaptation est de Feder lui-même, avec Alexandre Arnoux, qui a écrit les dialogues, et qui est en France l'un des écrivains de talent les plus sensibles au cinéma. Le grand voyageur du Nord, Paul-Émile Victor, a servi de conseiller. Cela fait, ma foi, un beau générique. L'ouvrage en est digne. Le scénario fléchit un peu dans son dernier quart, comme il arrive souvent chez Constantin Veillère, mais la qualité cinématographique demeure constante. On me permettra d'y revenir à huitaine. Ces colonnes ont été assez souvent occupées par des fadaises pour qu'on y fasse une place convenable au premier ouvrage français de grande envergure qui soit projeté depuis plus de 2 ans. Je veux ajouter simplement 1 ou 2 détails sur la réalisation de ce film. Il a été tourné par Jacques Feder juste avant la guerre et même terminé, je crois, dans le premier hiver de la guerre, en Savoie et en Suède. Il est magnifiquement joué par Michel Morgan et par Charles Vanel, qui ont rarement eu des rôles mieux faits pour leur talent, par Jacques Théran, un jeune homme qui débutait fort convenablement, et par Pierre-Richard Vilm, qui arrive, chose assez extraordinaire, à y être très bon. On dira pourquoi la semaine prochaine, mais n'attendez pas si longtemps pour aller voir un beau film.